Chapitre 7. L'assaut fut donné alors que nous parvenions en vue de la clairière, avec une soudaineté qui nous interdit toute défense. Débouchant des fourrés comme des chevreuils, les hommes de Soror furent sur nous autant que nous eussions pu épauler nos armes. Ce qu'il y avait de curieux dans cette agression, c'est qu'elle n'était pas exactement dirigée contre nos personnes. J'en eus l'intuition immédiate qui bientôt se précisa. À aucun moment, je ne me sentis en danger de mort, comme l'avait été Hector. Il n'en voulait pas à notre vie, mais à nos vêtements et à tous les accessoires que nous portions. En un instant, nous fûmes immobilisés. Un tourbillon de mains furteuses nous arrachait armes, munitions et sacs pour les jeter au loin, tandis que d'autres s'acharnaient à nous dépouiller de nos habits pour les lacérer. Quand j'eus compris ce qui excitait leur fureur, je me laissai faire avec passivité et, si je fus un peu griffé, je ne reçus aucune blessure sérieuse. Antel et Levin m'imitèrent, et nous nous retrouvâmes bientôt nus comme des vers, au milieu d'un groupe d'hommes et de femmes qui, visiblement rassurés de nous revoir ainsi, se remirent à jouer autour de nous, nous serrant de trop près, toutefois pour nous permettre de fuir. Ils étaient maintenant au moins une centaine aux abords de la clairière. Ceux qui n'étaient pas tout près de nous se ruèrent alors sur notre chaloupe avec une furie comparable à celle qui leur avait fait mettre en pièces nos vêtements. Malgré le désespoir que je ressentais à les voir saccager notre précieux véhicule, je réfléchissais à leur conduite, et il me semblait pouvoir en dégager un principe essentiel. Ces êtres étaient mis en rage par les objets. Tout ce qui était fabriqué excitait leur colère et aussi leur frayeur. Quand ils avaient saisi un instrument quelconque, ils ne les gardaient à la main que le temps de le briser, le déchirer ou le tordre. Ensuite, ils le rejetaient vivement au loin, comme si c'eût été un fer rouge, quitte à le reprendre ensuite pour parfaire sa destruction. Il me faisait songer à un chat se battant avec un gros rat à demi-mort, mais encore dangereux, ou à une mangouste ayant attrapé un serpent. J'avais déjà noté comme un fait curieux qu'ils nous eussent attaqués sans aucune arme, sans même se servir d'un bâton. Nous assistâmes, impuissants, à la mise à sac de notre chaloupe. La porte avait vite cédé à leur poussée, ils se ruèrent à l'intérieur et détruisirent tout ce qui pouvait être détruit, en particulier les instruments de bord les plus précieux, dont ils dispersèrent les débris. Ce pillage dura un long moment. Ensuite, comme l'enveloppe métallique restait seule et intacte, ils revinrent vers notre groupe. Nous fûmes bousculés, tiraillés et finalement enchaînés par eux au plus profond de la jungle. Notre situation devenait de plus en plus alarmante. Désarmés, dépouillés, obligés de marcher pieds nus à une allure trop rapide pour nous, nous ne pouvions ni échanger nos impressions, ni même nous plaindre. Toute velléité de conversation provoquait des réflexes si menaçants que nous dûmes nous résigner à un silence douloureux. Et pourtant, ces créatures étaient des hommes comme nous. Habillés et coiffés, ils n'auraient guère attiré l'attention dans notre monde. Leurs femmes étaient toutes belles, sans qu'aucune pût rivaliser avec la splendeur de Nova. Celle-ci nous suivait de près. À plusieurs reprises, comme j'étais harcelé par mes gardes, je tournai la tête vers elle, implorant une marque de compassion qu'il me sembla surprendre une fois sur son visage. Mais ce n'était, je crois, que le fait de mon désir de l'y trouver. Dès que mon regard accrochait le sien, elle cherchait à l'éviter, sans que son œil exprimât d'autre sentiment que la perplexité. Ce calvaire dura plusieurs heures. J'étais accablé de fatigue, les pieds ensanglantés, le corps couvert d'égratignures causées par les ronces, à travers lesquelles les hommes de Sonor se faufilaient sans dommage comme des serpents. Mes compagnons n'étaient pas en meilleur état que moi, et Antel trébuchait à chaque pas quand nous arrivâmes enfin en un lieu qui semblait être le but de cette course. La forêt y était moins épaisse et les buissons avaient fait place à une herbe courte. Là, nos gardes nous lâchèrent et, sans plus s'occuper de nous, se mirent de nouveau à jouer en se poursuivant à travers les arbres, ce qui paraissait la principale occupation de leur existence. Nous tombâmes sur le sol, hébétés par la fatigue, profitant de ce répit pour nous concerter à voix basse. Il fallait toute la philosophie de notre chef pour nous empêcher de sombrer dans un noir découragement. Le soir tombait. Nous pouvions sans doute réussir une évasion en profitant de l'inattention générale, mais où aller ? Même si nous parvenions à refaire le chemin parcouru, nous n'avions aucune chance de pouvoir utiliser la chaloupe. Il nous parut plus sage de rester sur place et de tenter d'amadouer des êtres déconcertants. D'autre part, la faim nous tenaillait. Nous nous levâmes et fîmes quelques pas timides. Ils continuèrent leur jeu insensé sans se soucier de nous. Seule Nova semblait ne pas nous avoir oubliés.
Elle se mit à nous suivre à distance, détournant toujours la tête quand nous la regardions. Après avoir erré au hasard, nous découvrîmes que nous étions dans une sorte de campement où les abris n'étaient même pas des huttes, mais des espèces de nids, comme en font les grands singes de notre forêt africaine. Quelques branchages entrelacés, sans aucun lien, posés sur le sol ou encastrés dans la fourche des branches basses. Certains de ces nids étaient occupés. Des hommes et des femmes, je ne vois pas par quel autre nom je les désignerais, étaient tapis là, souvent par couple, assoupis, pelotonnés, l'un contre l'autre, à la manière des chiens frileux. D'autres abris, plus étendus, servaient à des familles entières, et nous aperçûmes plusieurs enfants endormis, qui me parurent tous beaux et bien portants. Cela n'apportait aucune solution au problème alimentaire. Enfin, nous aperçûmes au pied d'un arbre une famille qui s'apprêtait à manger. Mais leur repas n'était guère fait pour nous tenter. Ils dépeçaient, sans l'aide d'aucun instrument, un assez gros animal qui ressemblait à un cerf. Avec leurs ongles et leurs dents, ils en arrachaient des morceaux de chair crue, qu'ils dévoraient après en avoir seulement détaché des lanières de peau. Il n'y avait aucune trace de foyer dans les environs. Ce destin nous soulevait le cœur, et d'ailleurs, après nous être approchés de quelques pas, nous comprîmes que nous étions en aucune façon conviés à le partager. Au contraire, des grondements nous écartèrent bien vite. Ce fut Nova qui vint à notre secours. Le fit-elle parce qu'elle avait fini par comprendre que nous avions faim? Pouvait-elle vraiment comprendre quelque chose? Ou bien parce qu'elle était affamée elle-même? En tout cas, elle s'approcha d'un arbre de haute taille, enserra le tronc de ses cuisses, s'éleva ainsi jusqu'aux branches et disparut dans le feuillage. Quelques instants après, nous vîmes tomber sur le sol une profusion de fruits qui ressemblaient à des bananes. Puis elle redescendit, en ramassa 2 ou 3 et se mit à les dévorer en nous regardant. Après quelques hésitations, nous nous enhardîmes à l'imiter. Les fruits étaient assez bons et nous parvînmes à nous rassasier pendant qu'elle nous observait sans protester. Après avoir bu l'eau d'un ruisseau, nous décidâmes de passer la nuit là. Chacun de nous choisit son coin d'herbe pour y construire un nid semblable à ceux de la cité. Nova fut intéressée par notre manège, au point même de s'approcher de moi pour m'aider à briser une branche récalcitrante. Je fus ému par ce geste, dont le jeune levain ressentit un dépit tel qu'il se coucha immédiatement, s'enfouit dans la verdure et nous tourna le dos. Quant au professeur Antel, il dormait déjà tant il était recru. Je m'attardai à terminer ma couche, toujours observée par Nova, qui s'était un peu reculée. Quand je m'étendis à mon tour, elle resta un long moment immobile, comme indécise, puis elle s'approcha à petits pas hésitants. Je ne fis pas un geste, de crainte de l'effaroucher. Elle se coucha à côté de moi, je ne bougeais toujours pas. Elle finit par se pelotonner contre moi, et rien ne nous distingua des autres couples qui occupaient les nids de cette étrange tribu. Mais quoique cette fille fût d'une merveilleuse beauté, je ne la considérais pas alors comme une femme. Ses façons étaient celles d'un animal familier qui cherche la chaleur de son maître. J'appréciais la tiédeur de son corps, sans qu'il me vînt à l'esprit de la désirer. Je finis par m'endormir dans cette position extravagante, à demi mort de fatigue, serré contre une créature étrangement belle et incroyablement inconsciente, après avoir à peine accordé un coup d'œil à un satellite de Soror, plus petit que notre lune, qui répandait sur la jungle une lueur jaunâtre.